Votre fidélité nous honore, mesdames et messieurs. Bienvenue au 13h de la chaîne citoyenne. Une opération menée par l'armée qui a contraint les ravisseurs à la fuite, abandonnant leurs équipements. Les deux anciens otages sont sains et saufs. Les détails avec notre correspondant Dieudonné Barabas depuis Pala. C'est une opération réussie que le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mayo-Kébi-Ouest, Abdelmanan Katab, présentait à la presse les deux otages libérés lors d'une intervention d'éclair dans la forêt de Nanaï. Libres, sains et saufs, mais aussi des impressionnants arsenals abandonnés par les malfrats par leur fuite précipitée. Je suis satisfait de la libération de ces deux otages, de pères de famille. Si n'était pas hier la promptitude et le professionnalisme de ces forces de défense, de nos forces de défense et sécurité, je crois que ces personnes seront en danger. Mais là, on a fait tout pour les libérer. Maintenant, ils sont là, ils vont repartir dans leur village et retrouver leur famille. Une déclaration forte du représentant de l'État qui souligne le succès de cette intervention. Parmi les butins saisis, des provisions, couchages et des équipements de communication. La preuve que ces ravisseurs étaient lourdement armés et parfaitement équipés. Mon père était placé avec nous. Arrivé derrière le village de Kouta, les quatre ont pris garde devant nous et les quatre ont parti chercher mon deuxième. Ils sont venus nous fermer. On a marché à quelques kilomètres, entrés dans la forêt. Ils disent qu'ils sont déjà fatigués, il faut qu'on se repose un peu. Ils ont enlevé les chaînes de notre bras et refermé aux pieds, nous fait renverser contre un tronc d'arbre, ils ont fermé nos pieds là, nous fait coucher. Un récit poignant qui rappelle les conditions de détention inhumaines subies par les otages. Cependant, l'intervention rapide a évité le pire. Pour les deux chefs de village de Travaux et Kuala, c'est le retour à la liberté. Sur le terrain, des patrouilles se poursuivent. La collaboration entre la population et les forces de sécurité reste la clé de voûte de cette lutte sans merci contre le banditisme. En société, l'aire d'abattage de Walia, véritable installation industrielle, obéit à un processus complexe qui requiert l'expertise, équipement adapté et respecte des normes d'hygiène sanitaire. Son fonctionnement vise non seulement à assurer le bien-être animal et la sécurité des travailleurs. Frida Ketem. Le processus d'abattage se décompose en plusieurs étapes clés, chacune jouant un rôle essentiel dans la chaîne de production. Dans un premier temps, les animaux sont réceptionnés 24 heures avant l'abattage. Ils font alors l'objet d'observations et d'inspections vétérinaires. La première, dite inspection anti-mortem, permet de détecter et d'écarter les bêtes malades ou inaptes à la consommation. Les animaux jugés sains sont ensuite conduits vers la zone d'abattage où s'enchaînent les phases de saignée et de dépouillage. Suit alors l'inspection post-mortem, destinée à vérifier l'absence d'anomalies sur les organes ou sur la carcasse. Les parties jugées impropres sont isolées et immédiatement incinérées afin d'éliminer tout risque sanitaire. On saisit aussi des organes partiels et puis il y a aussi des saisies totales. Les saisies partielles, c'est des maladies qui sont parasitaires, c'est des maladies qui ne sont pas zoonotiques. Bon, il y a des saisies aussi totales, par exemple les maladies zoonotiques qui se transmettent de l'animal à l'homme. Là, on fait la saisie totale. Après la synthèse maintenant,
les saisies, on fait l'incinération. En cas de conformité, la viande est estampillée par les inspecteurs sanitaires, puis accompagnée d'un bordereau de sortie, condition indispensable pour autoriser sa libre circulation sur les marchés. Cependant, quelques difficultés persistent. Les autorités de l'aire d'abattage doivent régulièrement faire face au mécontentement de certains éleveurs, contraints de voir leurs bêtes infectées, saisies et détruites par les raisons sanitaires. Avec nos partenaires, c'est pas facile. Un boucher peut aller acheter son animal à 200 000, à 300 000. Et en cas de maladie, tu saisis pour aller incinérer, c'est quand même un bras de fer. On met la force pour le faire. Au début, ils sont réticents, mais après, ils comprennent. Parce que la viande de 1000 francs, toute une famille peut manger. Alors qu'un bœuf, c'est des milliers de personnes qui vont aller manger. Donc, ils comprennent. C'est ça la difficulté là. Alimentaire et de confiance pour les consommateurs. À Walia, l'application stricte des normes d'hygiène, de bien-être alimentaire et de contrôle sanitaire demeure au cœur du processus afin d'offrir une viande de qualité irréprochable au public. L'utilisation du numérique dans une approche de gouvernance participative et citoyenne devient de plus en plus aspirante en milieu jeune. Il favorise à autonomiser et simplifier les tâches quotidiennes. La technologie dégage une potentialité énorme dans l'éveil de conscience et la participation citoyenne. Alphonsine Madjilom nous fait le point. Reconnu comme un outil puissant et incontournable dans les tendances, le numérique entre désormais dans les habitudes et devient une méthode de transformation et de la reconstruction mentale et sociale. Conscient de ces enjeux, la jeunesse tchadienne envisage des actions urgentes en vue de promouvoir les bonnes pratiques. Les outils numériques sont un véritable laboratoire des compétences, engageant la passion et la participation citoyenne, visant une gouvernance participative et responsable. Aujourd'hui, ces plateformes renforcent les compétences des jeunes en matière de la prise de conscience de la démocratie et suscitent le goût de la citoyenneté dans les politiques publiques. Elles permettent de capitaliser les connaissances et réduire les dépenses liées au transport. Le Tchad, dans cette nouvelle dynamique de gouverner à la base, devrait intégrer ces nouveaux outils dans les projets et programmes. Ceci afin de recueillir les besoins spécifiques et réels de la population. Cette technologie peut par ailleurs modifier l'administration avec plus de rigueur, de performance et de la rapidité. L'utilisation saine et responsable s'avère capitale pour une jeunesse en quête d'opportunités. L'école internationale de formation en santé d'Abina a organisé hier la cérémonie officielle de remise des parchemins aux lauréats de la deuxième promotion. Cette cérémonie a vu la présence du fondateur de l'établissement, du corps enseignant, des parents et amis. 113 étudiants issus de diverses filières ont été honorés. Roselyne Diekouba. Sur les 136 candidats inscrits, 113 ont brillamment franchi l'étape de certification, représentant un taux de réussite de 83,09%. Ces nouveaux diplômés répartis dans plusieurs filières de la santé ont reçu leurs parchemins sous les applaudissements d'une assistance nombreuse et enthousiaste. Dans son allocution, le directeur général, Dr Manikase Palmois, a exhorté les enseignants à rester fidèles à l'éthique et à la déontologie de leur noble mission, tout en appelant les lauréats à faire preuve de rigueur et de fermeté dans l'exercice de leur futur métier. Le représentant des enseignants, Dr Rotarum Sylvain, a salué la qualité de la formation dispensée, qualifiant l'École internationale de formation en santé de meilleure institution du domaine au Tchad. Que les enseignants respectent l'éthique et la déontologie, le rapport entre étudiants et enseignants, que ces règles soient respectées. Il y va de la dignité de chacun. Je les félicite et les encourage énormément. Des années de dur labeur, vous voici au terme de vos études. Vous devrez être dur, parce que vous avez travaillé dur. Ça doit être inculpé dans votre cerveau.
Le représentant des lauréats, quant à lui, a exprimé la fierté de ses camarades d'avoir franchi une étape décisive ouvrant la voie à de nouvelles perspectives professionnelles. Le président du comité d'organisation a pour sa part invité les diplômés à cultiver l'esprit de brassage et de solidarité, valeurs indispensables dans le domaine de la santé. Cette école, pour nous enseignants, est l'une des meilleures du pays. Par la mise en œuvre des programmes d'enseignement fournis, mais aussi par la discipline et la ténacité des élèves qui sont à notre charge. Pour nous enseignants, une telle école mérite de multiples encouragements. La cérémonie a également été marquée par l'élection de la Miss 2025-2026 et de ses dauphines. La Miss bénéficie d'une exonération totale de frais de scolarité durant son mandat, tandis que la première et la deuxième dauphine profitent respectivement d'une réduction de 50% et de 25%. À N'Djamena, à l'approche de la saison pluvieuse, l'on constate une recrudescence des cas de furonculose, aussi bien chez les enfants que chez les adultes. Cette infection cutanée se manifeste par l'apparition de furoncles sur différentes parties de corps. Suivez le reportage de Masdene Josiane avec le récit de Malum Mystère. La furonculose est une infection bactérienne de la peau caractérisée par l'apparition des furoncles, des abcès douloureux localisés au niveau des follicules pileux. Ces furoncles prennent la forme des bosses rouges remplies de pus. Ils peuvent être isolés ou multiples et apparaître sur diverses zones du corps. C'est lié au climat. Donc il y a l'humidité qui est là, il y a aussi des eaux stagnantes un peu partout et c'est au niveau de ces eaux-là que les insectes profitent pour se multiplier. Donc ils se multiplient, ils deviennent nombreux. Donc quand on ne se protège pas, ils piquent. Et en piquant, ils créent des réactions inflammatoires donc, qui sont à l'origine des boutons au niveau de la peau. Les boutons peuvent survenir suite à une obstruction des follicules pileux causée par un excès de sébum et de cellules mortes. D'autres facteurs peuvent également entrer en jeu. Déséquilibres hormonaux, exposition prolongée au soleil ou à la chaleur, réactions allergiques, infections cutanées ou encore irritation due à certains vêtements ou produits. Quand l'insecte pique, il crée une réaction. Donc ça entraîne des boutons qui sont prurigineux. Donc en se grattant, ça peut faire apparaître des plaies. Maintenant, ces plaies sont une porte d'entrée aux bactéries, donc qui peuvent être à l'origine des surinfections bactériennes. Et même quand ces lésions cicatrisent, elles peuvent laisser des taches. Souvent, vous voyez des taches noirâtres chez les grandes personnes, tout comme chez les enfants. Et surtout quand une personne a des boutons et qui se gratte souvent, ça entraîne des répercussions sur sa vie. Donc souvent, on peut avoir des insomnies la nuit, donc somnoler le jour. On peut être distrait également dans les différentes activités que nous faisons. En cas de furonculose, il est vivement recommandé de consulter un professionnel de santé afin d'obtenir un diagnostic précis et un traitement adapté. Après 6 jours de lancement officiel de l'École nationale de louange et de la musique par les chantres unis du Tchad hier, cette école a mis à profit son temps pour visiter le stade Maréchal Idriss Déby Itno de Mandiafa. Cette visite est effectuée sous la conduite du président des chantres unis du Tchad, Ndjegoltar Armand, et le comité d'organisation. Suivez le reportage de Ndjekaosom Evaris. Dès leur arrivée au stade Maréchal Idriss Déby Itno, la joie se lit au visage de ses enfants tout en chantant de cœur. Tout a commencé par la levée des couleurs du drapeau bleu, or, rouge. Pendant 6 jours de formation intense dans les locaux d'Electron Group Média, ces enfants sont outillés dans plusieurs domaines techniques de la musique, tels que technique vocale, piano, guitare,
batterie. Aujourd'hui, ces futurs chantres ont mis à profit leur temps pour visiter le prestigieux stade de Mandiafa dans le 7e arrondissement de la capitale. Une visite guidée par le comité de gestion de l'École nationale des louanges et de la musique dans plusieurs salles de sport, à savoir la salle de judo et la salle de lutte traditionnelle pour finir dans la salle de ping-pong. Monsieur Omar Possingar, l'un des membres du comité d'organisation, explique le bien fondé de leur visite. C'est pour qu'ils visitent, c'est-à-dire d'abord les grandes institutions. Naturellement, on voit les enfants regarder les matchs à la télé, mais n'ont pas eu la chance et la grâce de mettre pied dans le stade. Alors que celui-ci s'est dit, c'est le nôtre. Et il va falloir que les enfants visitent pour voir, c'est-à-dire la réalité qui se passe, et aussi se détendre. Et donc, vous les voyez tout autour de moi, ils sont vraiment joyeux. Ça leur donne de l'esprit, c'est-à-dire de devenir des sportifs, parce qu'en regardant sans pour autant fouler les pieds, ça paraît comme une imagination, mais quand ils sont sur le stade, c'est beaucoup plus de la réalité pour eux. Pour Omar Possinga, cette visite est initiée dans le but d'amener ses enfants à découvrir ces joyaux. Nous disons merci, c'est-à-dire pour l'effort que la nation a fourni avec ses partenaires pour pouvoir, c'est-à-dire nous construire au moins le stade qui est à la dimension internationale. Les enfants se disent satisfaits de découvrir beaucoup de choses dans ce stade. J'ai vu les salles de boxe, les salles d'entraînement, la salle de musculation. J'ai remarqué qu'il y a des salles de boxe, d'entraînement, d'athlétisme et aussi du foot. Le stade était bien et puis c'est grand, c'est bien aussi. J'encourage l'effort du PDG, Armand Goltar, son staff, M. Aladjef ainsi que ses membres. Avant de quitter ce stade, une prière a été annoncée pour la nation tchadienne par le pasteur Baïndé Gabriel. Il est à noter que d'autres visites seront en vue dans différentes grandes institutions de la capitale dans les jours à venir. La 31e édition du championnat d'Afrique des nations de basket se déroule en Angola du mardi 12 au dimanche 24 août. Le Mali, le Sénégal, l'Angola et le Cameroun joueront les demi-finales d'une compétition qui réserve de nombreuses surprises. Suivez le commentaire de Nodi Madi Chouziane. Le Sénégal et le Mali ont confronté leur statut de grand prétendant à l'Afro-Basket 2025 en accédant aux demi-finales mercredi, offrant un duel ouest-africain intense. Le Sénégal a mis fin au parcours du Nigeria en quart de finale avec une victoire solide, 91 paniers contre 75 à Luanda. Porté par une performance exceptionnelle de Brankou Badio, auteur de 32 points, l'équipe sénégalaise a dominé son adversaire dans tous les secteurs clés, notamment au rebond 53 contre 35. De son côté, le Mali a réalisé une performance historique en éliminant la Côte d'Ivoire 102 contre 96 en prolongation, retrouvant les demi-finales pour la première fois depuis 1999. Grâce à un double impressionnant de 35 points et 16 rebonds d'Aliou Diarra, le Mali a su renverser un déficit important au troisième quart-temps, porté ensuite par un tir décisif de Sirima Kanouté en prolongation. Cette victoire souligne la montée en puissance des Aigles et promet une demi-finale très disputée face au Sénégal. L'Angola a su dominer le Cap-Vert ténace sur le score de 90 contre 80 grâce à une performance remarquable de Shield Dundao, provoquant 10 fautes et marquant 18 des 30 points sur la ligne des lancers de francs. De l'autre côté, le Cameroun a infligé une lourde défaite à l'Égypte, 95 contre 68. Profitant d'un départ fulgurant et d'une défense solide, Fabien Ateba a brillé avec 26 points, tandis que Jérémia Hill, de retour de blessure, a apporté 20 points. Cette victoire marque la première présence du Cameroun en demi-finale depuis 2009. Le tournoi se conclura dimanche 24 août avec la finale ainsi que le match pour la troisième place. Ces confrontations promettent un suspense intense alors que les meilleures notions de continent se battent pour le titre
partie tant convoitée, l'Afro-Basket 2025, qui se tient en Angola du 12 au 24 août, constitue la 31e édition du championnat masculin africain de basketball et rassemble les 16 meilleures équipes du continent. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours en compagnie de nos programmes.